À Noël, ma mère a dit, tu n'as été invité que par pitié, ne reste pas longtemps. J'ai simplement souri, j'ai fini mon vin, et je suis parti tranquillement. 20 jours plus tard, ils ont découvert que j'avais retiré mon nom de tous les comptes joints. Leurs cartes se sont retrouvées bloquées, les assurances et les prêts étaient en souffrance et les huissiers de justice étaient à la porte. Je m'appelle Harper, j'ai 28 ans. On ne t'a invité que par pitié. Ne reste pas trop longtemps. Tels furent les mots exacts de ma mère alors que je me tenais dans leur cuisine le matin de Noël, tenant un verre de vin qui me parut soudain trop lourd dans les mains. La pièce, pleine de ma famille, a continué ses conversations comme si de rien n'était, comme si mon monde ne venait pas de s'écrouler. J'ai souri, j'ai fini mon vin d'une lente gorgée, et j'ai quitté cette maison pour ce que j'ai décidé serait la dernière fois. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti complètement invisible au sein de votre propre famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Mais laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment j'en suis arrivé à me retrouver dans cette cuisine, réalisant que les personnes que je soutenais financièrement depuis 9 ans m'avaient invité au dîner de Noël par pitié. Je m'appelle Harper Williams, et je suis ce qu'on pourrait appeler une réussite selon la plupart des critères. J'ai commencé ma carrière dans l'immobilier à 19 ans, travaillant le soir et le week-end pendant que les autres de mon âge choisissaient leur spécialisation à l'université. À 21 ans, j'avais ma licence et un désir ardent de prouver que la fille qu'on avait exclue des photos de famille parce qu'elle ne souriait pas assez joliment pouvait réussir par elle-même. J'étais doué pour ça. Vraiment doué. Pendant que ma sœur Claire obtenait son diplôme en communication et que mon frère David se cherchait à travers divers emplois à temps partiel, je concluais des affaires à 6 chiffres et me constituais une clientèle que la plupart des agents mettent des décennies à cultiver. Il y a 9 ans, lorsque j'ai quitté la maison de mes parents, ma mère m'a appelé en pleurant. La facture d'électricité était arrivée, plus élevée que prévu, et les heures de papa à l'usine avaient été réduites. Est-ce que je pouvais aider? Juste pour cette fois. Je me souviens m'être tenu dans mon minuscule studio, regardant mon premier vrai chèque de paie d'une grosse commission. Bien sûr, ai-je dit. La famille s'entraide, n'est-ce pas? Ce premier paiement était censé être temporaire, juste jusqu'à ce que les heures de papa reprennent, mais ensuite la voiture a eu besoin de réparation. Puis les remboursements du prêt étudiant de David ont commencé. Puis Claire a eu besoin d'aide pour les frais de son mariage. Chaque fois, il m'appelait, et chaque fois, je disais oui. La chose intelligente aurait été de simplement envoyer de l'argent. Au lieu de cela, j'ai fait ce qui semblait plus permanent, plus utile. J'ai mis les factures de services publics à mon nom, je me suis porté garante pour le bail de l'appartement de David, j'ai ajouté Claire à mes cartes de crédit, j'ai mis mon nom sur les polices d'assurance. Cela a commencé modestement, mais en 9 ans, j'étais essentiellement devenu le pilier financier de toute ma famille. L'ironie ne m'échappait pas. La fille qu'ils n'avaient jamais vraiment semblé apprécier était celle qui payait leurs factures. Mais honnêtement, cela ne me dérangeait pas. Je travaillais 70 heures par semaine, voyageant constamment pour des transactions immobilières de luxe. J'avais à peine le temps pour des relations, et encore moins pour suivre chaque facture que je payais. Si c'était ainsi que je pouvais contribuer à la famille, comment je pouvais montrer de l'amour quand je ne pouvais pas être présente, alors soit. En y repensant maintenant, et croyez-moi, avec le recul, on y voit toujours plus clair quand on est assis dans sa voiture devant la maison où l'on vient de vous dire que vous êtes une invitée par pitié. Je réalise que j'achetais de l'affection, essayant d'acheter ma place à leur table avec des paiements automatiques mensuels. Le problème quand on achète de l'amour, c'est que les gens qui le vendent ne semblent jamais penser que vous avez assez payé. Le premier signe que quelque chose n'allait pas aurait dû être la facilité avec laquelle ils ont accepté mon aide. Quand j'ai proposé de prendre en charge la facture d'électricité la première fois, il n'y a eu aucune question pour savoir si je pouvais me le permettre, aucune insistance sur le fait que c'était temporaire, aucune discussion sur le remboursement, juste du soulagement et des instructions immédiates sur la façon de mettre en place le virement. Des familles normales auraient été gênées, n'est-ce pas? Auraient insisté pour le traiter comme un prêt, auraient vérifié que je n'avais pas de difficultés financières moi-même, mais ma famille l'a simplement accepté comme si j'étais une sorte de distributeur automatique de billets ambulants qu'ils avaient attendu toute leur vie. Et parce que je suis apparemment une optimiste déguisée en femme d'affaires prospère, j'ai pensé que cela signifiait qu'ils me faisaient confiance. J'ai pensé que cela signifiait qu'ils me voyaient comme capable, responsable, la fille qui a réussi et qui maîtrise sa vie. Ce que cela signifiait en réalité,
c'est qu'ils avaient trouvé une solution à leurs problèmes financiers. Et mes sentiments à ce sujet ne faisaient pas partie de l'équation. Au cours des années suivantes, les demandes ont continué d'affluer. Toujours urgentes, toujours émotionnelles, toujours avec juste assez de culpabilité familiale saupoudrée par-dessus pour que refuser semble cruel. Harper, chérie, tu sais que nous ne demanderions pas si nous n'étions pas désespérés. Tu réussis si bien avec ton entreprise et nous avons juste besoin d'un petit coup de pouce pour nous remettre sur pied. La famille reste soudée, n'est-ce pas? C'est ça. La famille reste soudée. Je n'avais simplement pas réalisé que j'étais la seule à tenir le tout ensemble. Le crédit de David était fichu à l'âge de 25 ans. Apparemment, se trouver soi-même inclut trouver plusieurs cartes de crédit utilisées jusqu'au plafond et quelques paiements de prêts manqués. Alors, quand il a eu besoin d'un appartement dont la candidature serait acceptée, devinez quel nom figurait sur le bail? Claire voulait un mariage qui ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine, mais son fiancé était encore aux études supérieures, et son travail dans une organisation à but non lucratif payait à peu près ce que je dépense en café chaque mois. Alors, devinez quelles cartes de crédit ont financé le lieu, la robe, les fleurs et la lune de miel? L'hypothèque de mes parents avait un taux variable qui a commencé à varier dans la mauvaise direction. Le travail de papa à l'usine offrait un salaire horaire décent, mais des avantages sociaux médiocres, et le travail à temps partiel de maman à la bibliothèque ne couvrait pas exactement le manque à gagner. Alors, devinez quel nom a été ajouté au refinancement hypothécaire pour obtenir de meilleures conditions? Chaque fois, je me disais que c'était temporaire. Chaque fois, je me disais que c'était ce que font les membres de la famille qui réussissent. Ils aident. Chaque fois, je me disais que c'était ainsi que je montrais de l'amour à des gens qui semblaient avoir du mal à le montrer en retour. Mais vous savez ce qui est drôle avec l'aide financière temporaire? Elle a tendance à devenir permanente très rapidement quand personne ne parle de stratégie de sortie. Je gagnais bien ma vie. Très bien ma vie. L'immobilier résidentiel de luxe dans notre ville signifiait des commissions qui pouvaient couvrir ses dépenses familiales sans impacter sérieusement mon style de vie. Je vivais modestement par choix, conduisais des voitures pratiques, investissais la plupart de mes gains. Payer les factures de ma famille me semblait être une utilisation raisonnable de ma réussite. Le problème n'était pas l'argent lui-même. Le problème était que, quelque part en cours de route, payer leurs factures était devenu ma contribution attendue aux relations familiales. Pas une faveur que je faisais, pas une aide temporaire que je fournissais, mais une obligation qui venait avec le fait d'être Harper. Quand mon cousin s'est marié il y a 3 ans, j'ai pris l'avion depuis une conférence d'affaires à Chicago pour assister au mariage. J'ai passé toute la réception à écouter des parents faire l'éloge du travail de Claire dans l'organisation à but non lucratif et de la dernière entreprise créative de David, tandis que ma carrière n'a eu droit qu'à une seule mention. Harper réussit bien avec son affaire de maison. Une affaire de maison. Comme si je vendais des barres de chocolat en porte-à-porte au lieu de représenter des propriétés de plusieurs millions de dollars. Mais bon, au moins mon affaire de maison maintenait leur maison en état de marche. Vous savez ce que personne ne vous dit sur le fait d'être le distributeur automatique de la famille? Les gens arrêtent de vous voir comme une personne et commencent à vous voir comme une ressource. Les appels téléphoniques de ma famille suivaient un schéma prévisible. Comment vas-tu? Bien. Comment va le travail? Bien. Quel temps fait-il? Beau. Oh, au fait, il y a ce petit truc. Le petit truc n'était jamais petit. La transmission de la voiture de ma mère a lâché un mardi. Le mercredi, elle avait déjà trouvé un véhicule de remplacement et m'envoyait des photos des documents de financement qui nécessitaient un cosignataire avec un meilleur crédit. Pas, peux-tu m'aider à trouver une solution, ou, as-tu le temps de discuter de quelques options? Juste des photos de paperasse avec un message. Ils en ont besoin pour vendredi. David a décidé qu'il voulait retourner à l'école pour sa maîtrise. Super, non? Formation continue, amélioration de soi, enfin prendre son avenir au sérieux. Sauf que son idée de prendre son avenir au sérieux impliquait que je prenne au sérieux ses frais de scolarité. La conversation a eu lieu lors du dîner du dimanche chez mes parents. Harper, tu as toujours dit que l'éducation était importante, a-t-il dit, coupant dans son rôti de bœuf comme s'il coupait dans mon budget. C'est important, ai-je convenu, ne voyant pas encore où cela menait. Eh bien, j'ai pensé à ce programme de MBA dont nous avons parlé, celui de l'Université d'État. Nous n'avions jamais parlé d'un programme de MBA, mais j'ai hoché la tête. Le truc, c'est que l'aide financière pour les études supérieures, ce sont principalement des prêts,
et mon crédit. Il a haussé les épaules comme si sa cote de crédit détruite était une de ces choses inévitables comme le mauvais temps ou les embouteillages. Je pourrais co-signer, ai-je proposé, car apparemment je suis génétiquement programmé pour me porter volontaire pour la responsabilité financière. En fait, je pensais que tu pourrais simplement t'occuper directement des frais de scolarité. Ce n'est que pour 2 ans et tu réussis si bien avec ton entreprise. Seulement 2 ans. Comme si 24 mois de frais de scolarité pour des études supérieures étaient de l'argent de poche. Mais voici le truc avec la dynamique familiale. Une fois que vous vous êtes établi comme le solutionneur de problèmes financiers, remettre en question une demande individuelle vous fait paraître mesquin. Ce n'est pas comme s'il me demandait d'acheter des voitures de luxe ou des maisons de vacances. C'étaient des besoins raisonnables. Transport, éducation, logement. Le fait que leurs besoins raisonnables semblaient toujours devenir mes obligations financières n'était pas quelque chose que quiconque voulait examiner de trop près. Le mariage de Claire a connu une période difficile durant la 2e année. Rien de dramatique, juste les ajustements normaux de 2 personnes apprenant à vivre ensemble. Mais au lieu de régler ça comme la plupart des couples, Claire a décidé que la solution était un appartement plus grand dans un meilleur quartier. On a juste besoin de plus d'espace, a-t-elle expliqué lors de notre café mensuel, la seule tradition familiale où il semblait vraiment intéressé à me voir. L'endroit où nous sommes maintenant est trop petit, trop bruyant. Ça cause du stress dans notre relation. Je voulais souligner que les appartements plus grands coûtent généralement plus cher, ce qui a tendance à causer plus de stress dans les relations, mais Claire me montrait déjà des annonces sur son téléphone. Regarde celui-ci. Il est parfait. 2 chambres, cuisine rénovée, laveuse-sécheuse dans l'appartement, et ce n'est que $800 de plus par mois. Seulement $800 de plus par mois. La façon décontractée dont ma famille discutait de grosses sommes de mon argent ne cessait de m'étonner. Le truc, a poursuivi Claire, c'est que notre crédit a pris un coup avec certaines dépenses du mariage, donc nous aurions besoin d'un co-signataire pour la demande de location. Bien sûr qu'ils en auraient besoin. Le plus étrange n'était pas qu'ils continuaient à demander de l'aide. Le plus étrange, c'était à quel point c'était devenu normal. La fluidité avec laquelle ces conversations passaient de « Comment s'est passée ta semaine ?» à « Peux-tu restructurer ton budget pour accommoder notre dernier besoin financier ?» J'étais devenu si habitué à être la solution financière de la famille que j'avais cessé de me demander si c'était sain pour l'un d'entre nous. Mais c'était avant que je ne réalise qu'ils avaient complètement cessé de me voir comme un membre de la famille. Mon 27e anniversaire est tombé un samedi de mars. Pendant des semaines, j'avais laissé entendre que je voulais le fêter. Rien d'élaboré, juste un dîner en famille, peut-être un gâteau. Le genre de célébration simple que la plupart des familles organisent automatiquement. J'avais passé le mois précédent à conclure la plus grosse affaire de ma carrière, une propriété historique du centre-ville vendue pour $2,4 millions. La commission seule représentait plus d'argent que la plupart des gens ne voient en 2 ans. J'étais fier, excité, prêt à partager de bonnes nouvelles avec les personnes qui étaient censées se soucier de mes succès. La semaine de mon anniversaire, je l'ai mentionné lors de mon appel habituel avec ma mère. « Oh, chérie, c'est merveilleux pour la vente », a-t-elle dit, bien que son ton suggéra qu'elle faisait probablement autre chose en me parlant. « Tu es si doué avec ces histoires de maison. » Histoire de maison ? 2,4 millions de dollars d'histoire de maison. Alors, je pensais, ai-je continué. Peut-être qu'on pourrait tous se retrouver ce week-end pour mon anniversaire. Ton anniversaire ? Il y a eu une pause. Le genre de pause qui se produit lorsque quelqu'un vérifie un calendrier et se rend compte qu'il a oublié quelque chose d'important. Oh, chérie, ce week-end est chargé. David a son vernissage et Claire a son club de lecture. Vernissage. Je soutenais les efforts artistiques de David depuis 3 ans, finançant tout, des toiles et peintures aux frais de stand dans les foires artisanales locales. C'était la première fois que j'entendais parler d'un vernissage. Quel vernissage ? Ai-je demandé. Il ne t'en a pas parlé ? C'est dans cette petite galerie du centre-ville. Il travaille là-dessus depuis des mois. Des mois. Mon frère travaillait sur quelque chose depuis des mois et ne m'en avait pas parlé une seule fois. C'est super, ai-je dit, sincèrement. À quelle heure ça commence ? J'adorerais venir le soutenir. Une autre pause. Eh bien, c'est un très petit lieu. Espace limité. Je pense que c'est vraiment plus pour, tu sais, les gens sérieux de l'art. Les gens sérieux de l'art,
pas les sœurs qui finançaient le matériel artistique. Maman, c'est le week-end de mon anniversaire. Je sais, ma chérie. Et nous allons absolument le fêter bientôt. Peut-être le week-end prochain ou la semaine d'après. Bientôt. Le week-end prochain. La semaine d'après. La planification vague et future qui signifie jamais. J'ai raccroché, déçu mais pas anéanti. Les familles ont des conflits d'horaires. Les gens oublient les anniversaires. Ça arrive. Alors, j'ai fait mes propres plans. J'ai réservé une table à Marseille, le restaurant français que je voulais essayer. J'ai fait une réservation pour 8 personnes. Mes parents, David, Claire et son mari, et quelques-uns de mes amis proches. J'ai envoyé un SMS à tout le monde avec les détails. Dîner d'anniversaire samedi à 19h. J'ai hâte de fêter ça avec mes personnes préférées. Les réponses sont arrivées lentement tout au long de la semaine. David, ça a l'air super. J'ai hâte d'y être. Claire, je ne manquerai ça pour rien au monde. Maman, nous serons là, ma chérie. Mes amis Sarah et Marcus ont confirmé immédiatement. Le mari de Claire, Tom, a envoyé un emoji pouce en l'air. Samedi après-midi, j'ai passé un temps embarrassant à me préparer. Rendez-vous chez le coiffeur à 14h, manucure à 15h30, shopping pour la robe parfaite qui disait « Femme qui a réussi célébrant ses accomplissements avec les gens qu'elle aime ». Je suis arrivé à Marseille 15 minutes en avance, en partie par excitation et en partie par nervosité. L'hôte m'a conduite à notre table réservée, un bel endroit près de la fenêtre avec vue sur les lumières de la ville qui commençaient à scintiller dans le début de soirée. 19h est arrivée et passée. J'ai commandé du vin et dit au serveur que nous attendions le reste de notre groupe. 19h30, j'ai envoyé un SMS au groupe de discussion. En retard? Pas de problème. Je suis là quand vous arriverez. 20h, j'ai appelé ma mère. Oh, chérie, a-t-elle dit, et je pouvais entendre des voix et des rires en arrière-plan. Le vernissage de David dure plus longtemps que prévu. Nous sommes toujours là. Et le dîner? C'est mon dîner d'anniversaire. Nous te rejoindrons plus tard. D'accord. C'est vraiment important pour David. Ils étaient tous là, au vernissage de David auquel personne n'avait pensé à m'inviter, le jour de mon anniversaire. Je suis resté assise à cette table jusqu'à 21h30, trouvant des excuses au serveur, faisant semblant de vérifier des messages sur mon téléphone, regardant d'autres familles et amis partager des repas et des rires pendant que je célébrais mon 27e anniversaire seul. Le pire n'était pas la solitude. Le pire était de réaliser qu'ils avaient fait des plans sans moi et oublier qu'ils avaient fait des plans avec moi. Dans leur esprit, le vernissage de David était une affaire de famille importante. Mon dîner d'anniversaire était juste optionnel. Ce soir-là, je suis rentré dans mon appartement vide et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai pleuré. Pas les larmes de frustration qui viennent avec une journée de travail difficile, mais les pleurs profonds et creux qui viennent quand on réalise qu'on s'est trompé sur quelque chose de fondamental. J'avais pensé que j'étais la fille qui a réussi et qui aidait la famille. Il s'est avéré que j'étais juste le compte en banque avec lequel il dînait de temps en temps. Mais je n'étais pas encore prête à affronter cette vérité. J'avais encore l'espoir qu'il se rattraperait, qu'il réaliserait qu'il m'avait blessé et trouverait un moyen de montrer qu'il tenait à moi. L'espoir, comme il s'avère, peut être plus dangereux que la déception. Le truc quand on est blessé par sa famille, c'est qu'on continue de leur donner des occasions de s'améliorer. Certains appelleraient cela le pardon. J'appelle ça le déni avec un côté d'optimisme pathologique. Après le désastre de l'anniversaire, j'ai décidé de prendre le contrôle de la situation. S'il n'allait pas planifier de célébrations qui m'incluaient, je planifierais des célébrations qu'il ne pourrait pas ignorer. J'ai passé la semaine suivante à chercher des restaurants, à vérifier les horaires de tout le monde et à planifier ce que je me suis convaincu serait un rassemblement familial rédempteur. Pas pour mon anniversaire, ce bateau avait coulé, mais pour le dimanche de Pâques, qui approchait dans 3 semaines. Cette fois, je n'ai pas seulement fait une réservation et envoyé un SMS. J'ai appelé chaque membre de la famille individuellement, confirmé leur disponibilité, envoyé des invitations de calendrier et même proposé de passer prendre mes parents, car papa s'était plaint de conduire dans la circulation urbaine. Ça a l'air charmant, ma chérie, a dit ma mère quand j'ai appelé pour confirmer les détails. C'est si gentil de ta part de vouloir rassembler la famille. Gentil de ma part de vouloir rassembler la famille,
comme si la convivialité familiale était mon hobby particulier au lieu d'un désir humain normal. J'ai choisi Bella Vista, un restaurant italien avec une salle à manger privée qui pouvait accueillir 8 personnes confortablement. J'ai précommandé un repas qui mettrait en valeur leurs meilleurs plats, antipasti, 3 options de pâtes différentes, leur célèbre osso bucco, et une sélection de desserts. J'ai même acheté des cadeaux. Rien de cher ou de tapas accent grave-l'œil, juste des articles attentionnés qui montraient que je prêtais attention à leurs intérêts. Un livre d'art rare pour David. Un roman à succès de l'auteur préféré de Claire. Un vin millésimé pour mon père. Des chocolats artisanaux pour ma mère. Le dimanche de Pâques matin, je me suis réveillé en me sentant vraiment excité pour la première fois depuis des semaines. Aujourd'hui serait différent. Aujourd'hui, ma famille verrait que je n'étais pas seulement leur plan de secours financier. J'étais quelqu'un qui se souciait de créer des moments significatifs ensemble. Je suis arrivé au restaurant 30 minutes en avance pour m'assurer que tout était parfait. La salle à manger privée était magnifique, avec un éclairage chaleureux et une vue sur le jardin. Le personnel avait arrangé la table exactement comme je l'avais demandé, avec de petits bouquets de fleurs de printemps et les cadeaux positionnés à chaque place. 13h est arrivé et passé. À 13h15, j'ai appelé ma mère. « Oh, ma chérie, nous sommes un peu en retard. Tu sais comment est ton père avec les siestes du dimanche après-midi ? » « Pas de problème, ai-je dit, bien que je sentisse des nœuds familiers se former dans mon estomac. Dois-je repousser la réservation ? Non, non, nous serons là bientôt. 13h30 est devenu 14h. 14h est devenu 14h30. Je faisais maintenant ma deuxième série d'excuses au personnel du restaurant quand mon téléphone a sonné. C'était Claire. « Harper, je suis tellement désolé. Tom ne se sent pas bien, et je ne veux pas le laisser seul. Pouvons-nous reporter ? Il est malade, ai-je demandé. C'est grave ? Tu as besoin de quelque chose ? Juste un mal de tête, mais tu sais comment sont les hommes quand ils sont malades. Je savais comment étaient les hommes quand ils étaient malades. Je savais aussi comment était ma famille avec les engagements envers moi. Et les autres ? Ils viennent toujours ? Oh, je pense que maman et papa ont été retardés par quelque chose. Et David a dit qu'il devrait peut-être travailler tard. Devoir peut-être travailler tard. Les quarts de week-end de David au café n'étaient pas exactement des obligations d'urgence imprévisibles. Je suis resté assise dans cette salle à manger privée vide pendant une autre heure, entourée de 8 couverts, 8 cadeaux et 8 chaises qui resteraient vides. Le serveur n'arrêtait pas de remplir mon verre d'eau et de faire semblant de ne pas remarquer que je dînais seul dans une pièce conçue pour une célébration qui n'avait pas lieu. Finalement, j'ai demandé l'addition. Le restaurant m'a quand même facturé le repas complet. Ils avaient déjà commencé à préparer la nourriture sur la base de ma précommande. 240$ pour un dîner qui n'existait que dans mon imagination. En rentrant chez moi ce soir-là, portant un sac plein de cadeaux qui ne seraient jamais ouverts et de fleurs qui ne seraient jamais appréciées, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident des mois auparavant. Il ne s'agissait pas de conflit d'horaire ou d'urgence de dernière minute. C'était une question de priorité, et je n'en étais pas une pour eux. Mais même alors, assise dans ma voiture dans le parking de mon immeuble, tenant des fleurs fanées et des reçus pour une célébration qui n'a jamais eu lieu, je n'étais pas prête à abandonner ma famille. J'étais, cependant, prête à commencer à prêter attention à ce qu'ils faisaient au lieu de ce qu'ils disaient qu'ils feraient. Cette attention allait s'avérer très instructive. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous voyez soudainement quelque chose qui était là, sous vos yeux ? Comme lorsque vous réalisez que l'image d'illusion d'optique contient une image complètement différente de ce que vous pensiez regarder. C'est ce qui m'est arrivé un mardi ordinaire d'octobre alors que je parcourais Instagram et que j'ai vu la dernière publication de ma sœur. C'était une photo de ce qui ressemblait à un magnifique brunch en plein air. Mimosa et verre en cristal, bénédicte parfaitement présenté, les feuilles d'automne offrant une superbe toile de fond naturelle. La légende disait, les brunchs du dimanche en famille sont les meilleurs. Tellement reconnaissante pour ces gens. Dans la photo étaient identifiés mes parents, David et le mari de Claire, Tom. Tout le monde était là, riant et ayant l'air vraiment heureux d'être ensemble. J'ai fixé cette photo pendant un long moment, essayant de comprendre ce que je voyais. Ma famille prenant un brunch du dimanche sans moi, ayant l'air de passer le genre de moment en famille que j'essayais de créer depuis des mois. J'ai fait défiler les publications récentes de Claire et j'ai trouvé d'autres photos. Une randonnée il y a 3 semaines où tout le monde portait des t-shirts assortis qui disaient « Équipe d'aventure familiale ».
Le dîner d'anniversaire de David le mois dernier dans le même restaurant italien où j'avais prévu notre rassemblement de Pâques. La célébration de l'anniversaire de mariage de maman et papa à laquelle je n'avais apparemment pas été invité. Tous ces événements avaient eu lieu pendant des semaines où j'avais demandé à ce qu'on se voie et où on m'avait dit que tout le monde était trop occupé. J'ai commencé à parcourir l'Instagram de David. Plus de la même chose. Soirée jeu de société chez maman et papa. Un week-end au lac où ils avaient loué un chalet. Claire Lédan a emménagé dans un nouvel appartement. Un appartement pour lequel je m'étais porté garante, mais que je n'étais apparemment pas invité à voir. Ma mère n'avait pas Instagram, mais mon père s'y était récemment mis sur l'insistance de David. Son compte était principalement composé de photos de son jardin et de ses projets de menuiserie du week-end, mais disséminées parmi elles se trouvaient des photos de réunions de famille. Des réunions de famille dont je ne savais pas qu'elles avaient lieu. L'épreuve était accablante. Ma famille avait une vie sociale riche ensemble. Ils partaient en voyage, célébraient des étapes importantes, partageaient des repas et créaient des souvenirs. Ils faisaient juste tout cela sans moi. J'étais leur partenaire financière, mais pas leur membre de famille émotionnel. Ce mardi soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai appelé ma mère et j'ai directement posé des questions sur l'un des rassemblements que j'avais vus en ligne. Maman, j'ai vu les photos de Claire du brunch de dimanche. Ça avait l'air vraiment sympa. Il y a eu une pause. Le genre de pause qui se produit lorsque quelqu'un se rend compte qu'il a été pris en flagrant délit de quelque chose qu'il ne pensait pas que quelqu'un remarquerait. Oh, ça. C'était juste une décision de dernière minute. David avait une pause entre ses quarts de travail et nous avons décidé de nous retrouver. Ça avait l'air assez élaboré pour une décision de dernière minute. Le restaurant, la mise en place de la table. Eh bien, tu sais comment est Claire avec ses photos. Elle rend tout plus chic que ça ne l'est vraiment. Je savais comment était Claire avec les photos. Je savais aussi comment était ma mère avec les excuses. Pourquoi ne m'as-tu pas invité? J'aurais adoré me joindre à vous. Chérie, tu es toujours si occupée par le travail. Nous ne voulions pas te déranger. Trop occupée par le travail. Le travail qui payait leurs factures. Le travail qu'ils critiquaient comme des « histoires de maison », quand ça les arrangeait et respectaient comme important quand ils avaient besoin de justifier mon exclusion. Maman, je ne suis jamais trop occupée pour passer du temps en famille. Tu le sais. Bien sûr, ma chérie. La prochaine fois, nous t'inclurons certainement. La prochaine fois. La promesse qui devenait de plus en plus petite et creuse chaque fois qu'elle la faisait. Mais cette fois, je n'ai pas laissé la conversation se terminer là. En fait, planifions quelque chose maintenant. Et Thanksgiving? Je pourrais faire des réservations quelque part de sympa ou si tu préfères, je pourrais recevoir chez moi. Oh, Thanksgiving. Eh bien, nous le faisons généralement de manière assez simple. Juste la famille proche, tu sais. La famille proche. J'étais leur fille, mais d'une manière ou d'une autre, pas de la famille proche. Maman, ai-je dit lentement, en essayant de garder ma voix stable. Je suis la famille proche. Bien sûr que tu le es, ma chérie. Je voulais juste dire, tu sais, les gens qui sont habituellement là. Les gens qui sont habituellement là. Pas la fille qui soutient financièrement la famille depuis 9 ans, mais les gens qui sont habituellement là pour les parties amusantes. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon salon, regardant toutes les preuves de ma vie réussie. Les récompenses de mon agence immobilière, les photos de voyages d'affaires dans des endroits magnifiques, les meubles coûteux que j'avais achetés avec les commissions de transactions que ma famille qualifiait des « histoires de maison ». J'avais construit une vie dont j'étais fier, mais je l'avais vécue au service de personnes qui me voyaient comme utile plutôt qu'essentiel. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui aurait semblé impossible 6 mois plus tôt. J'ai arrêté d'essayer de me forcer une place dans les réunions de famille et j'ai commencé à prêter attention à ce à quoi ressemblait ma vie sans eux. Elle ressemblait étonnamment à une vie avec de la place pour les gens qui voulaient vraiment être avec moi. Mais d'abord, je devais passer encore une saison des fêtes, une dernière tentative d'être la fille qu'ils voulaient que je sois. Cette tentative se terminerait avec ma mère me disant que j'avais été invité par pitié, et moi comprenant enfin que certaines relations ne valent pas la peine d'être sauvées, même si c'est la famille. Le matin de Noël est arrivé avec le genre de neige parfaite qui donne à tout l'air d'une carte de vœux. J'avais passé des semaines à me préparer pour ce jour, convaincu que peut-être, juste peut-être, ce serait la fête qui nous réunirait en tant que vraie famille.
J'avais acheté des cadeaux attentionnés pour tout le monde. Un appareil photo vintage pour le hobby de photographie de David, un journal relié en cuir pour les aspirations d'écriture de Claire, une écharpe en cachemire pour maman, et une bouteille de whisky vieilli pour papa. J'avais même appris à faire un dessert traditionnel français, la tarte tatin, lors de mon voyage d'affaires à Lyon le mois dernier, parce qu'apparemment j'apprends lentement en matière de dynamique familiale. L'invitation était arrivée 3 jours avant Noël. Pas un chaleureux, nous serions ravis que tu te joignes à nous, mais un désinvolte, tu peux venir au dîner de Noël si tu veux, de la part de ma mère lors d'un de nos appels téléphoniques de plus en plus tendus. J'aurais dû reconnaître le ton. C'était le même ton que l'on utiliserait pour inviter quelqu'un à un film que l'on n'est pas particulièrement excité de voir, mais l'espoir à la vie dure, et je suis arrivé chez eux à 14 heures, les bras chargés de cadeaux et le cœur plein d'un optimisme ridicule. La première heure a été réellement agréable. Nous avons ouvert les cadeaux et tout le monde semblait sincèrement satisfait de ce que j'avais apporté. David a immédiatement chargé une pellicule dans l'appareil photo vintage et a commencé à prendre des photos. Claire a passé ses doigts sur le cuir doux du journal et a promis de recommencer à écrire. Pendant un instant, j'ai pensé que j'avais peut-être tout surinterprété. Peut-être que nous allions nous en sortir. Puis j'ai proposé d'aider aux préparatifs du dîner et j'ai suivi ma mère dans la cuisine. Elle était debout devant la cuisinière, remuant la sauce d'une main et vérifiant son téléphone de l'autre. Claire était assise à l'îlot de cuisine, montrant à papa des photos de ses derniers messages Instagram sur sa tablette. Le dessert que j'ai apporté est dans le réfrigérateur, ai-je dit, en ouvrant la porte pour vérifier la tarte tatin. Il doit revenir à température ambiante avant que nous le servions. C'est gentil, ma chérie, a dit maman sans lever les yeux de son téléphone. J'ai commencé à mettre la table dans la salle à manger, comptant les places pour 6 personnes. Maman, papa, David, Claire, Tom, et moi. Un dîner de Noël en famille au complet. C'est là que j'ai entendu la conversation qui a tout changé. Elle semble faire plus d'efforts ces derniers temps, disait Claire à papa d'une voix juste assez basse pour qu'il pense que je ne pouvais pas entendre depuis la pièce voisine. La culpabilité, probablement, a répondu papa. Le succès fait que certaines personnes se sentent coupables envers leur famille. La voix de ma mère a traversé leur spéculation avec la précision d'un scalpel. On ne t'a invité que par pitié. Ne reste pas trop longtemps. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je suis resté figé dans la salle à manger, tenant les serviettes en tissu que j'étais en train de plier, essayant de traiter ce que je venais d'entendre. Pitié. J'avais été invité au dîner de Noël par pitié. 9 ans de soutien financier. 9 ans à essayer de gagner une place à leur table. 9 ans à croire que si j'essayais plus fort, que je donnais plus, que je me montrais plus régulièrement, ils finiraient par me voir comme quelqu'un de précieux, et j'avais été invité par pitié. Je suis retourné dans la cuisine où la conversation s'est immédiatement arrêtée. 3 visages se sont tournés vers moi avec des expressions qui tentaient de paraître innocentes, mais qui semblaient surtout coupables. Le dîner est bientôt prêt, ai-je demandé, ma voix restant étonnamment stable. Dans environ 1 heure, a dit maman, sans vraiment me regarder dans les yeux. J'ai hoché la tête. Je suis allé là où j'avais laissé mon verre de vin sur le comptoir et l'ai fini d'une gorgée lente et délibérée. Le pinot noir avait le goût de la déception et de la clarté. Je pense que je vais rentrer chez moi, ai-je dit en posant le verre avec précaution. Mais nous n'avons pas encore dîné, a protesté Claire, bien que sa protestation sonnât plus comme une obligation qu'une réelle déception. Je ne me sens pas bien, ai-je dit, ce qui était vrai à tous les égards. J'ai rassemblé mon manteau et mon sac à main pendant qu'ils offraient des protestations peu enthousiastes sur le fait de rester, de me sentir mieux bientôt, de prendre de la nourriture à emporter. En marchant vers la porte d'entrée, j'ai pu entendre ma mère dire aux autres que j'avais probablement trop travaillé, que j'avais l'air stressé ces derniers temps, qu'ils devraient me laisser de l'espace pour régler mes problèmes. Il réécrivait déjà le récit, transformant mon moment de lucidité en un problème que je devais résoudre. J'ai conduit jusqu'à la maison à travers la neige de Noël parfaite. Et pour la première fois en 9 ans, je n'ai pas pleuré pour ma famille. Je ne me sentais pas triste, ni déçu, ni blessé. Je me sentis libre. Ce soir-là, assise dans mon appartement avec de la nourriture chinoise à emporter et une bouteille de vin que je n'avais pas à partager, j'ai pris une décision qui aurait été impossible 6 mois plus tôt. S'il ne pouvait me voir que comme digne de pitié, alors il pourrait apprendre à vivre sans mon aide. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires, car ce que j'ai fait au cours des 3 semaines suivantes était quelque chose que ma famille n'a jamais vu venir.
Vous savez ce qui est drôle avec les membres de la famille qui vous prennent pour acquis? Ils ne suivent jamais vraiment ce que vous fournissez. Ils savent juste que, d'une manière ou d'une autre, mystérieusement, leurs factures sont payées. Le lundi après Noël, j'ai commencé à passer des appels. Bonjour, je dois retirer mon nom de ce compte et transférer la responsabilité au titulaire principal du compte. J'ai répété cette phrase 17 fois en 3 jours. Compagnie d'électricité, de gaz, service des eaux, câble au distributeur, service de téléphonie mobile, assurance auto, assurance maladie, compagnie de carte de crédit, prêt bancaire, la compagnie hypothécaire, et le bureau de gestion de l'appartement de David. Chaque conversation suivait le même schéma. Le représentant du service clientèle consultait le compte, voyait que je payais depuis des mois ou des années, et demandait si j'étais sûr de vouloir effectuer ce changement. Oui, disais-je à chaque fois. J'en suis absolument sûr. Certains transferts étaient plus faciles que d'autres. Les services publics ne nécessitaient que des signatures de mes parents confirmant qu'ils voulaient assumer la responsabilité. Les cartes de crédit étaient plus compliquées. J'ai dû retirer officiellement David et Claire en tant qu'utilisateurs autorisés et demander que de nouveaux comptes soient ouverts à leur nom pour les soldes restants. Le bail de l'appartement a été l'appel le plus satisfaisant à faire. Madame, a dit le gestionnaire du bureau de location lorsque j'ai expliqué la situation, si vous retirez votre nom du bail, le locataire restant devra se requalifier seul ou trouver un nouveau cosignataire. Je comprends, ai-je dit. Son revenu actuel et sa cote de crédit ne répondent pas à nos exigences pour ce logement. Je le comprends aussi. Il y a eu une pause. Il devra prendre d'autres dispositions d'ici la fin de son bail actuel. C'est un problème qu'il va devoir commencer à régler. Je n'étais pas cruel. J'étais honnête. David avait 26 ans avec un diplôme universitaire. S'il voulait vivre dans un appartement qui coûtait plus cher que ce qu'il pouvait se permettre seul, c'était un problème que David devait résoudre. La situation la plus complexe était l'hypothèque. Retirer mon nom du prêt exigerait que mes parents refinancent. Et étant donné la situation professionnelle de papa et le revenu à temps partiel de maman, il devrait probablement trouver une maison plus petite ou trouver des revenus supplémentaires. Encore une fois, ce n'était pas mon problème à résoudre. Le mercredi soir, j'avais réussi à me retirer de toutes les obligations financières que j'avais prises pour ma famille au cours des 9 dernières années. J'ai eu l'impression de pratiquer une chirurgie sur ma propre vie. Douloureux, mais nécessaire. La paperasse prendrait quelques semaines à être entièrement traitée et les entreprises enverraient des notifications aux titulaires de comptes concernant les changements, mais essentiellement, à partir du 1er janvier, ma famille serait responsable de ses propres factures pour la première fois en près d'une décennie. J'ai passé le réveillon du Nouvel An seul dans mon appartement, buvant du champagne et lisant un roman que j'avais été trop occupé pour finir depuis des mois. À minuit, lorsque les feux d'artifice ont commencé à l'extérieur de ma fenêtre, j'ai porté un toast à la leçon la plus chère que j'ai jamais apprise sur la dynamique familiale. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai commencé à planifier une vie qui n'avait rien à voir avec ce que les autres attendaient de moi. J'ai réservé des vacances. Pas un long week-end ou un rapide voyage d'affaires, mais de vraies vacances. 2 semaines au Costa Rica, séjournant dans un magnifique écolodge, prenant des cours de photographie, apprenant à surfer, mangeant dans des restaurants où personne ne connaissait mon nom ou ma cote de crédit. Je me suis inscrite à des cours de cuisine française le mardi soir. J'ai rejoint un club de lecture qui se réunissait mensuellement dans une librairie indépendante du centre-ville. J'ai acheté des abonnements pour la saison de l'orchestre symphonique. Pour la première fois depuis l'université, j'ai commencé à construire une vie sociale basée sur ce que j'aimais au lieu de ce dont ma famille avait besoin. Le silence de ma famille était d'or. Pas d'appel demandant de l'aide pour les factures, pas de SMS sur les urgences financières, pas de culpabilisation sur les obligations familiales. J'ai supposé qu'ils géraient la période de transition mieux que je ne l'avais prévu. J'ai supposé qu'ils avaient trouvé d'autres solutions à leurs défis financiers. J'avais tort. Ils attendaient juste que les factures arrivent. 20 jours après Noël, mon téléphone a commencé à sonner à 7 heures du matin. Je me préparais pour le travail, debout dans ma salle de bain en train de mettre du mascara quand le nom de ma mère est apparu sur mon écran. J'ai failli ne pas répondre. Les appels matinaux de la famille signifiaient généralement une sorte de crise qui allait devenir mon urgence, mais la curiosité l'a emporté. Harper. La voix de ma mère était tendue par la panique. Nous devons parler, tout de suite. Bonjour à toi aussi, maman. Qu'est-ce qui ne va pas?
Qu'est-ce qui ne va pas? Sa voix est montée d'un ton. Ce qui ne va pas, c'est que notre électricité a été coupée hier. Et quand j'ai appelé la compagnie, ils ont dit que le compte nous avait été retransféré il y a 3 semaines et que nous avons un solde impayé de $468. Je me suis arrêté avec ma brosse à mascara à mi-chemin de mes cils. As-tu payé la facture? Comment étais-je censé savoir qu'il y avait une facture à payer? Tu t'en occupes depuis des années. C'était fascinant. Apparemment, dans l'esprit de ma mère, les factures étaient comme la météo. Quelque chose qui arrivait aux autres. Maman, quand tu as un compte d'électricité à ton nom, il t'envoie des factures tous les mois. À ton adresse. Ne fais pas la maligne avec moi, jeune fille. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu as annulé nos comptes sans en discuter avec personne. J'ai posé mon mascara et j'ai accordé toute mon attention à cette conversation. J'ai retiré mon nom de compte qui n'aurait jamais dû être ma responsabilité en premier lieu. Ta responsabilité, Harper, nous sommes une famille. La famille s'entraide. La famille s'entraide. La phrase qui avait été utilisée pour justifier 9 ans de dépendance financière. Tu as tout à fait raison, ai-je dit. La famille s'entraide. Quand est-ce que tu m'as aidé pour la dernière fois? Silence. Je paie vos factures depuis 9 ans, maman. 9 ans de factures d'électricité, de gaz, d'eau, de paiement d'assurance, de remboursement de prêts, et le remerciement que j'ai eu, c'est d'être invité au dîner de Noël par pitié. Ce n'est pas tu as mal compris ce que tu as entendu. Vraiment? Parce que ça me semblait assez clair. Mon téléphone a commencé à biper avec un appel entrant. Le nom de David est apparu à l'écran. Maman, j'ai un autre appel. Nous devrons continuer cette conversation plus tard. Harper, n'ose pas me raccrocher au nez. Nous devons trouver comment régler cette situation. La situation où vous êtes responsable de vos propres factures. Ce n'est pas une situation qui a besoin d'être réglée. Ça s'appelle être un adulte. J'ai basculé sur l'appel de David. Harper, Dieu merci. La voix de David était frénétique. Mon propriétaire vient de m'appeler. Il dit que tu as retiré ton nom de mon bail et que je dois me requalifier ou déménager d'ici la fin du mois. C'est exact. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est exact? Pourquoi ferais-tu ça? Je me suis assise sur mon lit, me sentant soudain très fatigué. David, tu as 26 ans. Tu as un diplôme universitaire et un travail. Pourquoi as-tu besoin que ta sœur se porte garante pour ton bail d'appartement? Parce que mon crédit est, tu sais, pas terrible, n'est-ce pas? Et c'est la faute de qui? Ce n'est pas la question. La question est que je ne peux pas me permettre cet endroit seul. Et je ne trouve rien d'autre d'aussi bien dans ma gamme de prix. Alors tu dois soit augmenter tes revenus, soit ajuster tes attentes sur le type d'appartement que tu peux te permettre. Harper, tu es complètement déraisonnable. Ça va gâcher toute ma vie. Toute sa vie. Le drame aurait été drôle si ce n'était pas si pathétique. David, depuis 3 ans, je subventionne ton style de vie. J'ai été la raison pour laquelle tu pouvais te permettre un appartement qui dépassait tes moyens. Ce n'est pas durable, et ce n'est pas juste pour moi. Juste pour toi? Tu gagnes 10 fois ce que je gagne. Ça n'affecte même pas ton budget. Et voilà. L'hypothèse qui avait sous-tendu chaque demande financière de la famille pendant 9 ans. Parce que je gagnais bien ma vie, leurs problèmes financiers ne comptaient pas pour moi. Ce que je gagne ne détermine pas ce que je suis obligé de dépenser pour d'autres personnes. D'autres personnes? Je suis ton frère. Tu es mon frère quand tu as besoin d'argent. Qu'est-ce que tu es le reste du temps? Il m'a raccroché au nez. Mon téléphone a immédiatement sonné à nouveau. Claire cette fois. La journée allait être longue. Harper Elizabeth Williams, tu as complètement perdu la tête. Claire n'a même pas dit bonjour quand j'ai répondu à son appel. Elle est passée directement en mode attaque totale, ce qui était honnêtement une communication plus directe que ce que j'avais eu de ma famille depuis des années. Bonjour, Claire. Comment vas-tu? Comment je vais? Je gère les conséquences de ton apparente dépression nerveuse. Tom et moi venons de recevoir un avis indiquant que notre compte de carte de crédit a été fermé et que le solde a été transféré sur un nouveau compte à nos noms uniquement, avec un paiement immédiat de $1 200. $1 200. J'ai essayé de me souvenir de ce qu'ils avaient débité sur cette carte. Les vêtements de travail de marque de Claire,
probablement quelques dîners au restaurant, des achats en ligne. C'est le solde que vous avez accumulé, ai-je dit raisonnablement. Maintenant, c'est votre responsabilité de le payer. Notre responsabilité? Harper, tu nous as ajouté à tes cartes de crédit. Tu as dit que c'était pour les urgences. Je vous ai ajouté à mes cartes de crédit il y a 3 ans quand vous aviez besoin d'acheter des meubles pour votre appartement et que vos demandes de crédit étaient constamment refusées. C'était censé être temporaire. Eh bien, personne ne nous a dit que c'était temporaire. Personne ne leur a dit. Comme si la responsabilité financière de base nécessitait des instructions écrites. Claire, pensais-tu que j'allais payer tes factures de carte de crédit pour le reste de ta vie? Je pensais que tu te souciais de la famille. Et voilà encore. Se soucier de la famille signifiait apparemment un soutien financier indéfini sans poser de questions. Je me soucie de la famille. C'est pourquoi j'ai passé 9 ans à vous soutenir tous financièrement. C'est pourquoi j'ai sauté des vacances, fait des heures supplémentaires et investi de l'argent dans vos vies au lieu de mon épargne retraite. Alors pourquoi arrêtes-tu maintenant? La question flottait dans l'air entre nous. Pourquoi j'arrêtais maintenant? Parce que j'ai finalement réalisé que vous ne me voyez pas comme une famille. Vous me voyez comme un compte en banque avec une personne attachée. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour savoir comment j'allais? Quand est-ce que tu m'as invité quelque part sans avoir besoin de quelque chose de moi? Quand est-ce que l'un d'entre vous a célébré mes succès ou m'a soutenu dans un moment difficile? Silence. Claire, en 9 ans d'aide financière à cette famille, personne ne m'a jamais demandé si je pouvais me permettre ce que vous demandiez. Personne n'a jamais dit merci. Personne n'a jamais proposé de me rembourser ou suggéré que j'en avais peut-être assez fait. Nous apprécions tout ce que tu as fait. Non, vous ne l'appréciez pas. Vous vous attendez à tout ce que j'ai fait. Il y a une différence. Mon téléphone bipait à nouveau. Un appel de mon père cette fois. Je dois y aller, Claire. Papa appelle. Harper, s'il te plaît. On peut arranger ça. La famille arrange les choses. La famille arrange les choses, en effet, ai-je convenu. Mais d'abord, la famille doit vouloir être une famille. Vous avez tous très clairement montré à Noël que je ne fais pas vraiment partie de cette famille. Je suis juste quelqu'un que vous tolérez par pitié. J'ai raccroché et j'ai répondu à l'appel de mon père. Harper. Sa voix avait le ton qu'il utilisait quand j'avais 16 ans et que j'avais manqué le couvre-feu. Ta mère est très contrariée. Je l'imagine. Se faire couper l'électricité est probablement contrariant. Ne sois pas désinvolte avec moi, jeune fille. Nous devons discuter de cette situation comme des adultes. Je suis d'accord. Les adultes paient leurs propres factures. Les adultes ne s'attendent pas à ce que d'autres personnes subventionnent leur style de vie indéfiniment. Les adultes disent merci quand quelqu'un les aide et s'il vous plaît quand ils ont besoin d'aide. Harper, je ne sais pas ce qui t'a pris, mais ce comportement est inacceptable. Quel comportement exactement? Le comportement où j'ai payé vos factures pendant 9 ans ou le comportement où j'ai arrêté? Le comportement où tu abandonnes ta famille par dépit. Abandonner ma famille, comme si le soutien financier était la seule chose qui faisait de moi une fille. Papa, je n'abandonne personne. Je ne paie juste plus les factures de tout le monde. Si cela vous semble être un abandon, cela en dit long sur ce qu'a été mon rôle dans cette famille. Ton rôle dans cette famille est d'être notre fille. Les filles aident leurs parents quand elles le peuvent. Et les fils? Quel est le rôle de David? Quel est le rôle de Claire? Silence. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Je dois aller travailler maintenant. J'ai des clients à appeler et des propriétés à montrer. Tu sais, le travail que vous qualifiez tous des « histoires de maison », mais qui a payé vos factures pendant 9 ans? J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Pour le reste de la journée, mon téléphone a vibré constamment avec des SMS, des messages vocaux et des appels manqués de divers membres de la famille. Chaque message était une variation de « tu es égoïste » ou « on n'arrive pas à croire que tu fasses ça » ou « la famille n'abandonne pas la famille ». Pas un seul message ne demandait comment j'allais. Pas un seul message ne reconnaissait que peut-être, juste peut-être, ils avaient profité de ma générosité. Pas un seul message ne suggérait qu'ils pourraient avoir besoin d'examiner leur propre comportement. Le soir, j'avais 17 appels manqués et 43 SMS non lus de ma famille.
Je les ai tous supprimés sans les lire et je me suis versé un verre de vin. Demain, j'allais faire quelque chose que je n'avais pas fait en 9 ans. J'allais dépenser mon argent pour moi-même. L'agente de voyage m'a regardé comme si je venais de lui demander de me réserver un voyage sur Mars. Vous voulez partir ce week-end pour combien de temps? 2 semaines, peut-être 3. Je suis flexible. Et vous êtes intéressé par n'importe où? Tant que ce n'est pas ici. J'ai ri, réalisant comment cela sonnait. Je veux aller quelque part de beau où je peux apprendre quelque chose de nouveau, manger de la nourriture incroyable, et ne pas penser aux drames familiaux pendant un moment. Elle a allumé son ordinateur et a commencé à taper. J'ai quelques idées. Ce vendredi-là, alors que ma famille cherchait probablement comment payer ses propres factures pour la première fois en 9 ans, je montais à bord d'un avion pour Barcelone. Je n'étais jamais allé en Espagne. Je n'avais jamais voyagé seul pour le pur plaisir. Pendant 9 ans, mon budget vacances avait été réorienté vers les urgences familiales et les besoins des autres. Assise dans ce siège d'avion, regardant par la fenêtre alors que nous décollions, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'excitation pour ma propre vie. Barcelone a été une révélation. J'ai séjourné dans un hôtel de charme dans le quartier gothique, j'ai pris des cours de flamenco, j'ai appris à faire de la paella avec une grand-mère qui ne parlait pas anglais, mais qui m'a appris tout ce que je devais savoir sur la cuisine avec passion. Je dînais à 22 heures comme une vraie Espagnole. J'ai erré dans les musées d'art sans vérifier mon téléphone toutes les 10 minutes. J'ai acheté des chaussures chères juste parce qu'elles étaient belles et que je les voulais. Pendant 2 semaines, j'étais juste Harper. Pas le distributeur automatique de la famille, pas la fille responsable, pas la personne que tout le monde appelait quand ils avaient besoin de quelque chose. Juste une femme explorant une ville magnifique et se souvenant de ce que c'était que de vivre pour soi. Quand je suis rentré chez moi, j'avais 76 appels manqués de membres de ma famille et une boîte de réception pleine de mails de plus en plus frénétiques. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je me suis inscrite à des cours d'espagnol 2 fois par semaine. J'ai rejoint un groupe de randonnée qui se réunissait tous les samedis matins. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un programme d'alphabétisation le dimanche après-midi. Ma vie est devenue pleine de manières qui n'avaient rien à voir avec les obligations familiales ou la responsabilité financière pour les choix des autres. Le printemps a fait place à l'été. J'ai fait un week-end à Nashville avec mon club de lecture. Je suis allé déguster du vin en Virginie avec une femme de mon groupe de randonnée qui devenait rapidement une véritable amie. Le genre d'amie qui appelait pour prendre de mes nouvelles quand j'avais eu une mauvaise journée au travail, pas quand elle avait besoin de quelque chose. Les appels de la famille ont finalement cessé. Je suppose qu'ils ont trouvé comment gérer leurs finances ou ont trouvé d'autres personnes pour les aider ou ont réduit leur style de vie pour correspondre à leurs revenus réels. Je ne savais pas. Et pour la première fois en 9 ans, je ne me sentais pas coupable de ne pas savoir. En août, ma professeure d'espagnol a mentionné qu'elle organisait un voyage en petit groupe en Italie à l'automne, réservé aux étudiants avancés, axé sur l'histoire de l'art et les cours de cuisine en Toscane. Tu devrais venir, a-t-elle dit après le cours un soir. Ton espagnol est assez bon pour que l'apprentissage de l'italien ne soit pas difficile, et je pense que tu adorerais l'expérience. Je me suis inscrite ce soir-là. 2 mois plus tard, j'étais dans la cuisine d'une ferme centenaire près de Florence, apprenant à faire des pâtes fraîches avec Nonna Maria, dont les mains faisaient ces mêmes gestes depuis 70 ans. Les autres étudiants de notre groupe étaient des gens fascinants. Une enseignante à la retraite du Canada, un jeune architecte d'Allemagne, 2 sœurs d'Australie qui fêtaient leur retraite d'infirmière, et Marco. Marco était le neveu de notre guide, un chef qui s'était formé à Paris et à New York avant de rentrer chez lui pour aider à gérer l'agritourisme familial. Il était drôle, intelligent, complètement bilingue, et avait le genre de sourire chaleureux qui faisait que tout le monde autour de lui se sentait immédiatement le bienvenu. Il était aussi apparemment intéressé par l'agente immobilière américaine qui posait sans cesse des questions détaillées sur l'architecture locale. Tu vois les bâtiments différemment de la plupart des touristes, a-t-il dit un soir alors que nous nous promenions dans un village voisin après le dîner. C'est mon travail, ai-je expliqué. J'aide les gens à trouver un foyer. On ne peut pas bien le faire si on ne comprend pas ce qui fait qu'un espace ressemble à un foyer plutôt qu'à une simple maison. Et qu'est-ce qui fait qu'un espace ressemble à un foyer? J'y ai réfléchi. Des gens qui veulent que vous soyez là. Il s'est arrêté de marcher et m'a regardé. On dirait que c'est l'expérience personnelle qui parle. Je me suis retrouvé à lui parler de ma famille, des 9 ans de soutien financier, de l'invitation au dîner de Noël qui venait de la pitié,
du moment où j'ai réalisé que payer les factures de quelqu'un ne vous rend pas important pour lui. Cela vous rend simplement utile. Marco a écouté sans jugement, a posé des questions pertinentes et n'a jamais suggéré que j'aurais dû gérer les choses différemment. La famille est censée être votre refuge, a-t-il dit quand j'ai fini. Les gens qui célèbrent vos succès et vous soutiennent dans les difficultés. On dirait que la tienne s'est trompée sur le rôle qu'elle jouait dans ta vie. Cette conversation a mené à des promenades quotidiennes, qui ont mené à des cours de cuisine qui n'étaient en réalité que des prétextes pour passer du temps ensemble, qui ont mené à de longues discussions sur les rêves et les déceptions et le courage qu'il faut pour construire une vie qui correspond vraiment à qui vous êtes. Lors de ma dernière nuit en Italie, Marco m'a demandé si j'envisagerais de prolonger mon séjour. Je sais que tu as une vie à retrouver, a-t-il dit. Mais je sais aussi que cette vie ne semble pas te rendre très heureuse. Il avait raison. Ma vie était réussie selon les critères externes, mais elle n'était pas particulièrement joyeuse. Qu'est-ce que tu suggères? Reste jusqu'à Noël. Rencontre ma famille. Laisse-moi te montrer à quoi ça ressemble quand les gens sont vraiment excités de t'avoir à leur table. Je suis resté. Le matin de Noël en Toscane s'est levé, vif et lumineux, avec le genre de lumière dorée qui donne à tout l'air d'un tableau de la Renaissance. Je me suis réveillé dans la chambre d'amis de la ferme familiale de Marco, écoutant les voix et les rires monter de la cuisine en bas. Pendant un instant, j'ai ressenti l'anxiété familière qui avait dominé mes saisons des fêtes pendant des années. L'inquiétude de savoir si j'avais apporté les bons cadeaux, si je serais la bienvenue, si je décevrais d'une manière ou d'une autre les personnes que j'essayais de satisfaire. Puis je me suis souvenu où j'étais et avec qui. Et l'anxiété s'est dissoute en quelque chose que je n'avais pas ressenti un matin de Noël depuis des années. Une véritable excitation. La famille de Marco m'avait accueilli avec une chaleur qui me semblait à la fois étrangère et exactement ce qui m'avait manqué toute ma vie. Sa mère, Elena, avait insisté pour m'apprendre la recette de sa grand-mère pour le pain de Noël. Son père, Giuseppe, avait passé des heures à me montrer leurs oliveraies et à m'expliquer l'histoire de leur terre. Sa sœur, Sofia, me traitait comme la sœur qu'elle n'avait jamais eue. Et son grand-père racontait des histoires qui faisaient rire tout le monde aux larmes. Personne n'a demandé ce que je faisais dans la vie pour ensuite le qualifier de sans importance. Personne n'a fait de blagues sur mon absence de mari ou d'enfant. Personne n'a traité ma présence comme une obligation ou un cas de charité. Ils étaient simplement heureux que je sois là. La veille de Noël, Marco m'avait emmené à la messe de minuit dans l'église du village, puis pour une promenade à travers les vignobles sous un ciel plein d'étoiles. J'ai quelque chose à te demander, avait-il dit, s'arrêtant à côté d'un olivier ancien que son arrière-grand-père avait planté. Je pensais qu'il allait me poser des questions sur mes projets de retour aux États-Unis, sur la possibilité que ces vacances prolongées deviennent quelque chose de plus permanent. Au lieu de cela, il a mis un genou à terre. Harper Williams, a-t-il dit en sortant une petite boîte en velours de la poche de sa veste. Tu es la femme la plus courageuse, généreuse et belle que j'ai jamais connue. Tu as passé toute ta vie à prendre soin des autres, et je veux passer le reste de la mienne à prendre soin de toi. Veux-tu m'épouser? La bague était parfaite, un simple solitaire qui captait la lumière des étoiles comme si elle avait attendu toute son existence ce moment. Mais plus que la bague, plus que le cadre romantique, plus que le fait que cet homme incroyablement merveilleux voulait passer sa vie avec moi, ce qui m'a coupé le souffle, ce furent ces mots. Tu as passé toute ta vie à prendre soin des autres, et je veux passer le reste de la mienne à prendre soin de toi. Personne n'avait jamais voulu prendre soin de moi. J'avais été la soignante, la solutionneuse de problèmes, celle qui gérait les choses pour que les autres n'aient pas à s'inquiéter. Oui, ai-je murmuré, puis plus fort. Oui, absolument, oui. Le matin de Noël a apporté une rafale d'appels téléphoniques excités à la famille élargie de Marco, partageant notre nouvelle. Elena a insisté pour ouvrir une bouteille de champagne avec le petit déjeuner. Giuseppe a commencé à faire des plans pour la célébration de notre mariage. Sofia a immédiatement commencé à dessiner ce qu'elle a déclaré serait la plus belle robe de mariée jamais créée. Au milieu de tout ce chaos joyeux, mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère est apparu à l'écran. Pendant un instant, l'ancienne culpabilité a tenté de refaire surface. C'était le matin de Noël. Peut-être que je devrais répondre. Peut-être qu'ils avaient enfin réalisé. Ne fais pas ça, a dit Marco doucement, remarquant mon hésitation. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour la joie. Il avait raison. J'ai laissé l'appel aller à la messagerie vocale. Plus tard,
lorsque la célébration de Noël s'était calmée et que j'étais assise près de la cheminée avec un verre de vin et le bras de mon nouveau fiancé autour de moi, j'ai écouté le message. Harper, c'est maman. Je sais que nous n'avons pas parlé depuis des mois, mais c'est Noël et j'espérais que nous pourrions arranger les choses. La famille n'est plus la même sans toi. S'il te plaît, rappelle-moi. La famille n'est plus la même sans moi. Après des mois de silence, après avoir clairement indiqué que ma valeur pour eux était purement financière, je leur manquais. Mais alors que j'étais assise là, dans cette maison chaleureuse et accueillante, entourée de gens qui m'aimaient pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais fournir, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ils ne me manquaient pas. L'idée que je me faisais d'eux me manquait. La famille que j'avais toujours espéré que nous pourrions être. Mais la réalité de personnes qui ne valorisaient ma présence que lorsqu'elles avaient besoin de quelque chose de moi ne me manquait pas. Tout va bien ? A demandé Marco, remarquant mon expression pensive. Tout est parfait, ai-je dit, en le pensant complètement. 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés dans le jardin de la ferme de sa famille, entourés d'oliviers, de vignes et de personnes qui célébraient notre amour sans réserve. Mon amie Sarah a pris l'avion pour être ma demoiselle d'honneur. Ma professeure d'espagnol est venue avec son mari. Mes amis du club de lecture ont envoyé une magnifique courte pointe faite à la main. Ma famille n'a pas assisté, non pas parce qu'ils n'étaient pas invités. J'avais envoyé des faire-part parce que cela me semblait être la bonne chose à faire, mais parce qu'ils avaient fait leur choix sur le type de relation que nous aurions, et j'avais finalement fait le mien. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir coupé les ponts avec ma famille, s'ils me manquent, si je pense que je me réconcilierai un jour avec eux. La réponse honnête est que je ne regrette pas d'avoir construit une vie basée sur le respect mutuel et l'affection sincère au lieu de l'obligation financière et de la culpabilité familiale. Être considéré comme utile plutôt que précieuse ne me manque pas. Et je ne peux pas me réconcilier avec des gens qui refusent de reconnaître qu'ils ont fait quelque chose de mal. Mais je ne reste pas assise à ruminer mon amertume non plus. Parce que voici ce que j'ai appris. La famille dans laquelle vous naissez n'a pas à être la famille que vous choisissez de garder. Parfois, les personnes qui vous aiment le plus sont celles qui vous choisissent intentionnellement, pas celles qui sont coincées avec vous par accident de la génétique. Je suis Harper Williams Romano maintenant, et je me réveille chaque jour dans une maison pleine de gens qui sont vraiment heureux que je sois là. Mon mari m'apporte le café au lit chaque matin et me demande mes rêves de la nuit précédente. Sa famille appelle pour prendre de mes nouvelles quand je voyage pour le travail. Nos amis nous invitent à des choses parce qu'ils apprécient notre compagnie, pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose de nous. Je travaille toujours dans l'immobilier, mais maintenant j'aide les gens à trouver des maisons en Italie et aux États-Unis. Mon entreprise s'est développée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et j'ai découvert que le succès a un goût différent lorsque vous le construisez pour vous-même au lieu de l'utiliser pour acheter l'approbation des autres. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de liker et de vous abonner pour plus d'histoires sur le courage de se choisir soi-même. Parce que parfois, la chose la plus radicale que vous puissiez faire est d'arrêter d'accepter moins que ce que vous méritez, même de la part de votre famille. Surtout de la part de votre famille.